Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque avec ma moi du vendredi, maintenant une tradition, sur fond, encore une fois, de mon voisin qui tombe son gazon à 10h tous les vendredis. Donc, ben voilà, une nouvelle semaine de vlog. J'ai pas encore terminé le précédent, mais je me suis dit que j'allais tout de suite faire l'introduction pour être sûre que je me mélangeais pas. Alors, écoutez, qu'est-ce que j'ai comme plan cette semaine? Bien, encore une fois, pour suivre mon fameux défi en tant que Patreon de Alex Buchanan-Frada, donc le défi lecture de l'été qui s'appelle Lecture olympique. J'ai une pioche à lire de 16 livres potentiellement. J'aimerais ça pouvoir les lire les 16. Puis jusqu'à maintenant, je fais comme des choix qui me tentent et qui sont en même temps stratégiques parce que j'ai pas tant de grosses briques, mais c'est comme si je me mets toujours au moins une brique par semaine en livre audio. Puis, ben, comme ça me permet de pouvoir faire des petites lectures en parallèle. Donc ça, c'est en cours. Et puis, je pensais que j'avais descendu mon... Je vais aller vous le chercher. Et puis, en fait, dans cette liste-là, j'avais une lecture, une catégorie qui était de lire un livre dans un genre dont on est absolument, auquel on est vraiment accro. Et jusqu'à maintenant, j'avais mis la suite d'un Cozy Mystery d'Anthony Horowitz qui était Moonflowers, mais là, je me suis demandé si j'étais pas prête à plutôt lire quelque chose qui est dans ma pile à lire depuis longtemps puis que j'ai comme envie de découvrir, que j'ai vu passer. Je pense qu'en ce moment, Triple de Mag le lit. Et il me semble que j'ai vu, je sais pas c'est qui que j'ai vu qui le lisait, mais c'est le premier tome de la série de Pier Giorgio Polizzi, L'île des âmes. C'est chez Gallmeister et c'est un polar et c'est un polar italien comme vous pouvez le voir. Et je ne l'ai pas en livre audio, mais je pense que je pourrais peut-être m'arranger pour le lire. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Cela fait des décennies que la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Les victimes, de jeunes femmes, n'ont jamais été identifiées. Lorsque les inspectrices Mara Rice et Eva Croce se trouvent mutées au sein du département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, un nouveau corps est découvert. Eva et Mara vont de révélation en fausse piste, tandis que dans les montagnes de la Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. Donc, ça a l'air vraiment intéressant, mais c'est vraiment une brique. C'est comme 550 pages. Mais ça fait tellement longtemps que je veux lire. C'est une libraire à un endroit où je vais souvent qui me l'avait conseillé. Puis je voulais lire. C'est juste que bon, c'est quand même une bricasse, puis il n'est pas encore en livre audio. Je me disais, si ça sort en livre audio, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Donc, il y aurait potentiellement celui-ci que je planifierais comme lecture au long cours de ma semaine. Puis d'autres lectures par après que je pourrais rajouter, dans le fond, à cette semaine-là. À cette semaine livresque. Alors, sur ces bonnes paroles, je ne vais pas prendre plus de temps avec ce savoureux fond sonore habituel et on va se dire, allez, on se lance ça! C'est un peu ma référence thriller en général. Si j'ai une question thriller, je vais voir Céline. Et en général, elle essaie de conseiller des astuces super bien. C'est une copine, voilà, une copine lecture. Jeanne ce livre, je vous en ai déjà parlé. Jeanne, elle est indépendante, maintenant elle est professionnelle de la création. Bref, j'ai fait des allers-retours en rentrant, je me suis motivée à faire du coup mon pain de poisson qui est en train de cuire, donc si vous entendez le four, c'est normal et j'en suis désolée. Bref, je suis toujours dans cette lecture, j'ai plutôt bien avancé quand même, j'en suis page 207, il en fait toujours 380 et clairement je me régale dans cette histoire. J'ai pas eu le temps de lire cet après-midi, mais je compte bien sur ce soir et demain possiblement pour le cours. Et bonjour! Alors, je vous reprends en ce lundi de congé. En fait, ça fait 3 jours que je vous ai pas pris. J'ai juste lancé le vlog vendredi, puis finalement, je vous ai pas pris. Mais c'est pas parce que j'ai pas lu, c'est juste que je me suis lancée directement dans le livre que j'avais prévu lire potentiellement, c'est-à-dire le fameux L'île des âmes de Pier Giorgio Polizzi. Et je suis vraiment prise dedans, là, je suis déjà rendue ici. Je dois vous dire et vous avouer qu'en ce moment, je l'ai plus lu en voix de synthèse parce que j'avais des déplacements à faire. Mais aujourd'hui, comme j'ai congé, je devais aller me promener, mais j'ai pris la décision de ne pas trop bouger dans les prochaines heures pour le lire en papier parce que, bon, c'est quand même... La voix de synthèse, c'est pas nécessairement la meilleure chose, mais malgré la voix de synthèse, je suis vraiment, vraiment happée par ce livre-là, plus particulièrement par la plume de l'auteur. Donc, c'est ça qui me plaît. Puis je pense que j'avais dit à la libraire que je cherchais quelque chose qui ressemblait un peu à la Fred Vargas. C'est dans mon souvenir. Et c'est vrai qu'il y a une petite parenté, c'est-à-dire que la plume est vraiment bien faite. On est dans un enchaînement de courts chapitres qui se promènent d'une
peut-être pas d'une temporalité, mais d'un groupe de personnages à l'autre, donc l'enquête, et ensuite certaines personnes qu'on pense éventuellement qui vont être impliquées dans tout ça. On est bien sûr dans quelque chose d'un peu grinçant, voire traumatisant, parce que c'est un crime qui est soupçonné d'être un meurtre rituel, mais en même temps, ça met surtout de l'avant la naissance de l'espèce d'unité des meurtres non résolus qui va s'installer à Cagliari. Et c'est pas sans rappeler non plus Jussi Adler-Olsen, parce que une des policières qui s'en va dans le fond dans cette unité-là, Mara Raes, qui est une de celles qui travaillait en fait à Cagliari, va aller là parce que elle a fait une plainte pour harcèlement contre son boss, puis ça s'est pas bien passé, puis malheureusement personne ne l'a cru. Alors elle a été reléguée un peu, je m'excuse, j'ai un cheveu dans la face. Alors elle a été reléguée à travail de bureau, entre guillemets, et ils l'ont mis comme aux enquêtes non résolues parce qu'ils avaient besoin de faire remonter un peu leur niveau de succès d'enquête résolue. Donc, ça ressemble un peu dans ce sens-là à ce qui se passe dans l'univers de Jussi Adler-Olsen. Donc, l'équipe V, les enquêtes, je me souviens plus, le département V. Donc, celui-là ici, c'est le département des affaires non résolues. Et elle va être accompagnée rapidement par sa seule autre collègue, qui est une jeune femme, une jeune inspectrice qui vient de Milan et qui, elle aussi, on lui a dit « on te mute, c'est ta seule chance ». Puis on ne sait pas encore pourquoi elle est là, mais on sait que c'est également parce qu'elle a un super CV, elle est spécialisée justement dans les meurtres rituels. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'elle a été comme mutée. Elle était en arrêt de travail pendant comme 1 an et demi. Puis là, ben, ça s'est pas nécessairement, visiblement pas bien passé à Milan parce qu'ils ont dit « bon, ben c'est ça ou rien ». Fait qu'elle va se ramasser à Cagliari. Un peu contre elle en même temps, un peu dans l'idée de dire « bon, ben c'est ma chance de me recommencer un peu une nouvelle vie ». Mara, donc ça c'est Eva Croce, et Mara va pas nécessairement ça d'un bon oeil parce qu'elle a toujours été habituée de travailler toute seule, puis là elle arrive avec la milanaise qui arrive d'impact, elle est obligée de faire équipe, puis Mara elle a pas eu une bonne expérience, elle s'est fait trahir par une collègue féminine dans son espèce de grosse affaire qui n'a pas fonctionné, ce qui fait qu'elle a vraiment pas confiance dans les femmes en général et les collègues féminines en particulier. Et donc on va les voir arriver les deux dans cette situation-là, ils vont devoir apprendre à se connaître puis tranquillement à se faire confiance, et sur fond de une enquête qu'ils vont devoir prendre, pour laquelle ils vont devoir prendre le relais pour un ancien policier qui travaillait à Cagliari, qui est maintenant rendu en arrêt de travail, comme un peu en phase terminale, en déclin. Et c'est une enquête qui va l'avoir obsédé toute sa vie, c'est concernant justement 2 meurtres non résolus qui étaient liés un peu à des disparitions, puis c'est ces meurtres-là qui étaient rituels. Et elles vont se faire dire qu'il faut absolument qu'elles donnent priorité à cette affaire non résolue-là, ne serait-ce que par respect pour ce policier-là qui a toujours bien travaillé puis qu'on n'a jamais vraiment cru tout au long de sa vie. Fait qu'elles vont le faire un peu à reculons, puis sont un peu là-dedans, mais là, on sent que bientôt, elles vont se faire un peu happer par le fait qu'il n'y a jamais rien qui a été résolu dans ces affaires-là. Ils n'ont jamais réussi à identifier les victimes. Il y a l'air d'avoir vaguement un lien avec une secte particulière, mais personne parle, personne porte vraiment foi à ça, et fait que c'est super intéressant. Fait que dans le fond, on voit tranquillement leur installation dans leur nouveau repère de cette espèce de département-là qu'ils n'ont pas choisi de mener, cette équipe-là qui a été pour de façon forcée entre ces 2 femmes-là qui ne se connaissent pas du tout, leurs problèmes personnels chacune qui ont leur réalité. Et ce policier-là qu'on suit, pour lequel on a de la compassion parce qu'il est en fin de vie, mais qui veut comme passer le relais parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas se permettre d'abandonner ces affaires-là non résolues, même si ça fait des dizaines d'années qu'il est là-dessus. Tout en ayant en parallèle une disparition qui vient de se passer d'une jeune femme disparue il y a 3-4 jours, mais que, en fait, pour le moment, ils n'ont pas l'impression, la police locale qui n'est pas Cagliari, mais qui dit, ben écoute, ça fait juste 4 jours, il n'y a pas personne qui a vraiment signalé cette disparition. En fait, il y a pas vraiment, elle a dû se chicaner avec sa mère, puis elle est partie et tout ça. Donc, ça reste comme ça un peu. Donc, je trouve ça super intéressant. On arrive, autant le rythme est comme dynamique, mais pas rapide. Parce que dans le fond, les chapitres s'enchaînent rapidement. C'est des très, très courts chapitres. On change souvent de personnage. C'est pour ça qu'en voix synthèse, c'est plus difficile parce que c'est fait avec des en-têtes pour nous dire où on est. Ça se passe en Sardaigne et à qui on a affaire et tout ça. Mais même si les chapitres s'enchaînent rapidement, c'est plus comme des petits bribes. En fait, comme si on se faisait une conversation par bribes à différents endroits.
Mais ça prend quand même, on a quand même le temps de prendre une mise en place, l'installation dans les nouveaux, comme je vous dis, les nouvelles chaussures de ce département-là. Tranquillement, l'intérêt qui va se développer peut-être pour une affaire non résolue plus qu'une autre. On est quand même un petit peu là-dedans. C'est un peu la formule aussi pour le JC Adler-Hudson, dans le sens où l'intérêt avait été piqué par l'assistant du policier et finalement, il s'était ramassé bien pris dans cette enquête-là. Là, j'imagine, je suis rendue à un peu plus de 40%. On sent que ça va bientôt arriver, c'est-à-dire que là, l'intérêt a été piqué, mais c'est normal que qu'on en soit encore à planter les bases, parce que dans le fond, c'est vraiment un nouveau duo de personnage, un nouveau contexte, un nouveau département. Donc à date, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis la plume est tellement bien, elle est tellement... C'est comme une plume... il y a un peu de poésie dedans, c'est un peu une plume poétique, c'est pour ça que ça me faisait un peu penser à Fred Vargas, dans le sens où la façon dont elle a de décrire les personnages, dont la plume décrit les personnages, on est beaucoup quand même dans l'intériorité, mais sans nécessairement s'apesantir là-dessus. Puis le lieu, donc la Sardaigne, est aussi un personnage parce qu'on y laisse beaucoup de place, donc on décrit beaucoup le contexte de paysage et tout ça. Pas nécessairement en description fleuve, mais plus en description d'ambiance. Puis ça, c'est un peu présent aussi dans le Fred Vargas quand Adamsberg se ramasse dans des endroits qui sont un petit peu lointains. Donc, à date, ça me plaît beaucoup. Fait que même si je suis pas accrochée à ça parce que l'enquête, au contraire, l'enquête, elle a vraiment sordide, donc on dirait que je me dis que tant qu'on n'arrive pas trop dans les détails, ça me va aussi. Mais je m'attache à ça parce que la plume, elle m'a porté dès les premières pages, puis que les personnages ont vraiment... Dans le fond, on a envie d'évoluer à côté d'eux, même si on sent qu'ils ont vraiment beaucoup de fragilité et tout ça. Donc, ben voilà. Donc, ma lecture en cours, c'est ça. Et je sens que c'est vraiment la seule que je vais faire cette semaine en grosse lecture, parce que c'est vraiment une bonne brique. Puis, je vais sans doute essayer de me faire un roman graphique, puis peut-être un petit essai pour avancer quand même dans mes lectures. Donc, ça va ressembler un peu à ça, ce blog-ci. Donc, et je vais essayer de revenir un peu plus souvent peut-être sur cette lecture-là pour que ça donne un petit peu de matière à réflexion. Mais pour le reste, ça sera peut-être plus comme en complément des petites lectures. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt parce que je vais me plonger dans ma lecture en même temps que mon chat que vous n'avez pas vu, mais qui est passé ici discrètement. Maintenant, elle est quand même bonne. Elle est passée sous la caméra. Et je sens que mon chat va venir m'aider à lire en s'installant sur moi, entre moi et le livre. Alors, au pire, je mettrai des petites images. Allez! À tout de suite. Je vous reprends en cette pause repas du mercredi pour vous parler de ma lecture terminée et ma lecture en cours. Donc, j'ai terminé en apnée ce fameux livre, donc L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi, premier d'une série, et j'ai été complètement remuée. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que c'était très rude, puis il y a peut-être un petit quelque chose vers la fin que j'ai un petit peu... Pour moi, ça a un petit peu moins fait, ça l'a un peu moins fait, mais sinon, quelle plume singulière, il faut vraiment découvrir ça. Je peux pas vous dire beaucoup d'autres choses sur l'évolution de l'enquête, parce que plus ça va, plus on en apprend sur chacun des personnages, comme je vous disais, avec toujours en parallèle l'espèce de famille dont je vous parle, qu'on voit un peu en parallèle par rapport à l'enquête, puis qu'on sait pas trop c'est quoi exactement son rapport. Et plus ça va aller, plus le lecteur est confronté à, premièrement, ses perceptions des personnages, ses perceptions de la situation. On est quand même dans un peu, disons, le mythe, parce on confronte le réel avec des meurtres qui potentiellement auraient des bases dans des rites en tant que tels, pas des mythes, des rites. Et on est beaucoup dans le non-dit, la perception, est-ce que ça existe vraiment ou pas, donc on est vraiment dans tout ça. Et en même temps, on est face à le sombre, à la noirceur humaine, mais aussi à toutes les nuances qu'il y a dans l'humain, de bonté et de méchanceté, et de faiblesse et de fragilité.
Et particulièrement, également, ça va aussi toucher les personnages principaux. Donc, particulièrement une des enquêtrices dont je ne vous parlerai pas, laquelle, je ne dirai pas c'est laquelle, sur laquelle on va apprendre beaucoup de choses, qui peut faire pour le lecteur changer un peu sa perception du personnage. Mais ça, c'est super intéressant parce que vous allez voir si vous le lisez, mais c'est là qu'on voit que il y a des fois où des mises en contexte, chaque personne a ses repères puis a ses valeurs. Il y a peut-être des gens qui vont être choqués par les révélations qui sont mises de l'avant plus on avance dans l'histoire par rapport à une des enquêtrices. En ce qui me concerne, j'ai été remuée, mais ça n'a pas changé la perception que j'avais de ce personnage-là, c'est-à-dire que c'est comme si je l'accepte dans son ensemble, tout en étant consciente de ce qui est, en ce qui me concerne, des parts d'ombre et des parts de lumière. Mais c'est tellement nuancé, c'est tellement intéressant, mais c'est dur, là. C'est pas doux, OK? Fait que c'est pas doux, mais comme je disais, c'est pas doux dans le sens que ça confronte à la noirceur, puis que oui, il y a des situations, surtout en ce qui concerne les meurtres, il y a certaines descriptions, mais on n'est vraiment pas dans... On s'appesantit zéro là-dessus. Donc, c'est présent. C'est plus présent dans l'évocation de ce qu'on pense qui se passe, mais il ne nous donne pas le détail de exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pire parce qu'on ne l'a pas en description. Mais c'est vraiment bien fait. C'est sûr que je vais continuer à lire les autres de Pier Giorgio Puglisi. J'ai entendu chez Madame Rêve encore de livres qui faisait son bilan de mi-année et qui parlait de Pier Giorgio Puglisi justement, puis elle disait qu'elle a aimé les 3 livres, sauf peut-être pas tous à la même hauteur. Puis le plus récent, je pense qu'elle avait moins aimé, fait que je suis contente que je suis rendue au premier. Donc je pense que le second, je sais pas s'il est déjà là, c'est l'illusion du mal, je pense, le deuxième. Je me souviens plus. Je pense que oui. Donc, mais c'est ça, je vais me lancer là-dedans. Puis, je vais sans doute le garder dans ma bibliothèque. Là, pour le moment, je vais le garder entre mes mains parce que ça fait partie du fameux défi littéraire avec Alex Buchanan-Prada. Mais après, j'ai dit à mon père que je lui prêterais parce que je pense... Je sais pas jusqu'à quel point il va... On a tous des repères différents. On sait tous que chez des gens, certaines révélations par rapport à certains des personnages impliqués peuvent bouleverser. Fait que j'ai aucune idée comment il va trouver ça, mais je vais quand même y prêter. Mais après, il va revenir dans ma biblio parce que je pense que je vais les garder. Je pense que je serais en mesure de le lire parce qu'au départ, l'approche que... de le relire. Parce qu'au départ, l'approche que j'ai eue avec ce livre-là, c'était de lire en me disant c'est une enquête, j'apprends à connaître les personnages, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais j'avais parce que j'avais eu plus de lecture qui avait rapport avec ça, en fait, qui était de ce style-là dans tout ce qui était roman policier et tout ça. Mais dans le fond, c'est un peu comme si je me replongeais dans un mélange de Fred Vargas et d'Elisabeth Georges, disons, plus, avec un petit soupçon de Jean Giono. Des fois, tellement quand il parle de la nature, on sent qu'il y a quelque chose. Jean Giono ou Robert Lalonde. Mais c'est comme si c'est un livre qu'on veut à la fois lire pour savoir qu'est-ce qui va se passer, mais surtout, on veut apprendre à découvrir le contexte, l'ambiance, les personnages, s'imprégner et tout ça, donc de qu'est-ce qui se passe dans le livre, ce qui fait que je l'ai lu à 2 vitesses. Des bouts que je le lisais pour savoir qu'est-ce qui se passait, là je ralentissais pour m'imprégner des moments qui étaient plus en mode description puis en mode ambiance pour essayer de me plonger un peu dans la situation et tout, donc c'est spécial, mais je pense que je pourrais le relire même si techniquement maintenant je connais les tenants et aboutissants de l'enquête, mais en même temps ça me permettrait peut-être de voir justement. Moi, j'ai eu l'impression que j'ai pas eu l'impression vraiment de deviner complètement en avance qu'est-ce qui se passait. Donc, il y a quand même des bons revirements de situation aussi jusqu'à la fin. Mais je vais quand même voir si je le relisais. Je sais pas si je pourrais détecter un peu plus s'il y avait des indices jusqu'à maintenant, mais c'est même pas important. On dirait que pour moi, l'accent, c'est tellement bien écrit. Donc, lisez-le donc, celui-là. Moi, je pense que ça vaut le coup. Et sinon, j'ai continué mon fameux défi littéraire, encore une fois, avec un livre qui supposément me sortait de ma zone de confort parce que c'était du fantastique. Puis là, c'est drôle parce que ça me sortait quand même beaucoup de la zone de confort finalement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de lire ça parce que c'est aussi un livre que Sophie Lissard. Je vous invite à la suivre aussi sur TikTok. Elle fait vraiment des vidéos qui sont super intéressantes de suggestions de lecture rapides. Efficace, qui donne super gros envie de lire les livres. Juste vous dire, allez-y sur son TikTok, je vais essayer de peut-être vous mettre en barre d'infos si jamais. Elle a aussi évidemment le site internet que tout le monde connaît, mais si vous avez envie d'avoir des petites
ce qu'on appelle des piqûres de lecture. C'est vraiment super avec Sophie. Bref, elle a fait à un moment donné, un petit topo sur ce livre-là. Puis ça m'a vraiment envie de donner de lire. Donc, elle l'avait lu en version traduite. Mais moi, je l'ai lu en version originale parce que je préfère. Donc, c'est un auteur canadien. C'est le premier de la série de Migawa Saga. Donc, de Barren Grounds de David A. Robertson. C'est chez Puffin Canada. Et c'est un auteur canadien. Et c'est en l'arrière, ça dit que c'est Narnia qui rencontre la mythologie traditionnelle des Premières Nations. Et puis que c'est dans le fond un epic middle grade fantasy series. Donc voilà. Et dans vous voyez pourquoi ça me sortait un peu de ma zone de confort, mais dans le fond, dans ce livre-là, on va suivre Morgan et Eli, qui sont deux jeunes. Morgan, c'est une jeune fille de 13 ans. Eli, c'est un jeune garçon de 12 ans, qui sont des jeunes issus des Premières Nations. C'est dans le coin de Winnipeg ou de Calgary, je me souviens plus. Oui, c'est Winnipeg, je pense. Et qui sont en ce moment en famille d'accueil. Ils sont en famille d'accueil avec des parents d'accueil qui, eux, ne sont pas issus des Premières Nations. Pour Morgane, elle a 13 ans. Elle a toujours été en famille d'accueil depuis qu'elle est toute petite. Elle a fait, je pense, 8 familles d'accueil. Donc, elle a beaucoup... elle a beaucoup d'émotions en elle qu'elle ne sait pas trop comment vraiment exprimer. Et elle, son espèce de voie de sortie, c'est vraiment de lire des romans de fantasy. Et on sent qu'il y a un peu peut-être l'écriture, qui est un peu en arrière-fond. Mais c'est quelqu'un qui, bon, elle a 13 ans aussi, vous allez me dire, là, c'est une ado, mais c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de, je pense, de douleur ou de traumatisme ou de ressentiment qui sont à l'intérieur d'elle, ce qui fait qu'elle va beaucoup faire de act-out, donc ça va beaucoup sortir un peu... vraiment de façon un peu plus verbalement violent et vraiment, elle repousse tout le monde et tout ça complètement, alors que dans le fond, elle aimerait ça avoir des gens autour d'elle. Donc, c'est un peu potentiellement quelque chose qui est assez caractéristique des fois là, pour les enfants qui sont en famille d'accueil ou qui sont adoptés avec des passés qui sont différents. Parce que dans le fond, non seulement elle est en famille d'accueil, mais en plus, elle est en famille d'accueil en dehors de sa communauté, dont elle n'a pas beaucoup de souvenirs parce qu'elle se promène de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'elle est toute petite. Ensuite, il va y avoir Eli, qui est un jeune garçon aussi qui est en place en famille d'accueil, mais lui qui vient d'arriver, ça fait une semaine qu'il est arrivé au même endroit où Morgane est. Et lui, c'est sa première famille d'accueil, mais il a 12 ans. Donc, c'est sûr que c'est un grand choc, c'est un choc tout le temps, j'imagine, j'ai jamais vécu ça, mais je peux imaginer comment ça peut être un choc. Mais pour ce jeune-là, c'est vraiment un grand choc parce qu'il a 12 ans, il a vraiment conscience qu'il est mis en dehors de ce qu'il connaissait, ce qu'il considérait comme sa maison, puis il a eu plus de chance aussi d'évoluer dans sa communauté avant. C'est un jeune garçon qui s'exprime lui plus par le dessin, donc il a toujours une tablette de dessin à la main. Il y a des univers qui sont très créatifs, fantastiques et tout ça. Et ces deux-là se retrouvent de façon un peu bizarre dans la même famille. Une famille qui est menée par James et Katie. James qui est un médecin, Katie qui est une enseignante, et qui sont comme heureux de pouvoir être des parents d'accueil, qui essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, mais c'est sûr que c'est jamais nécessairement évident. Ils font des maladresses aussi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas issus des Premières Nations. Ils veulent essayer de permettre aux enfants qu'ils accueillent de se reconnecter un peu avec leur communauté puis leur culture, mais en même temps, ils ne savent pas trop par quel bout prendre ça, puis par défaut, ça a toujours l'air un peu maladroit, puis ils sont comme gros conscients de l'oppression puis des sévices qui ont été faits pendant une centaine d'années au Canada au peuple des Premières Nations. Donc, on dirait qu'ils portent en eux toute cette espèce de culpabilité-là, puis ils veulent vraiment gros bien faire. Mais c'est pas tant reçu positivement pour le moment par Morgane, qui est en réaction contre tout. Mais bon, donc on suit ces deux-là, plus la famille, et on suit particulièrement le point de vue de Morgane. À date, à moins que ça change, mais la narration est faite par Morgane. Donc, on est vraiment à hauteur de Morgane. Et on va la voir tranquillement réagir, mais elle a quand même une très bonne introspection, c'est-à-dire que même les fois où elle réagit, disons, violemment, ou qu'elle sent qu'elle repousse les autres, on dirait qu'après ça, elle a un discours intérieur qui dit « Mais, tu sais, en même temps, pourquoi je fais ça, tu sais? » Dans le sens qu'elle se pose des questions, en même temps, elle n'a pas la réponse, elle a 13 ans, elle fait ce qu'elle peut. Et finalement, elle va passer en réaction à son colocataire de famille d'accueil, Eli. Elle va passer de être en réaction par rapport à devoir s'occuper de lui à vraiment s'attacher à lui et essayer de le protéger.
Et ils vont découvrir eux autres dans la maison. Et elle a un petit coin secret dans la maison où elle va, qui est dans le grenier. Puis elle va finir par emmener Eli là. Et ils vont découvrir qu'il y a une porte qui est fermée, qui a comme été. Les gens ont comme mis de la tapisserie puis ont peinturé par-dessus depuis des années. Et puis eux, ils n'ont pas le droit d'aller dans le grenier parce que c'est comme en rénovation et tout. Puis ils vont finir par tomber dans une espèce de petite pièce cachée derrière cette porte-là, de laquelle semble venir un grand vent froid. Donc, je suis rendue là. Évidemment qu'on va un peu comprendre que c'est pour ça que tu parles de Narnia, mais qu'on sent qu'on va passer aussi une porte vers un autre monde potentiellement. Mais jusqu'à maintenant, c'est un rythme de roman middle grade, fait 9-12 ans. Donc, on apprend assez rapidement à comprendre les personnages. On les voit évoluer assez rapidement aussi à l'intérieur parce qu'évidemment, que si Morgan et Eli n'étaient pas devenus avec une espèce de relation un peu plus complice, ben ça pourrait pas avancer beaucoup, là, mais c'est très bien écrit. Je trouve qu'à date, c'est très juste. Évidemment, c'est mes yeux à moi de personnes non issues des Premières Nations, mais jusqu'à maintenant, je trouve ça très juste, très intéressant. Puis, ben, c'est ça, je l'ai commencé en livre audio. Je suis rendue à la page, je pense que je suis rendue un peu plus loin, mais en tout cas, je suis rendue comme à la page 64, donc j'ai lu cette section-là. Puis il me restait ici, c'est un livre qui fait, en anglais, 245 pages, je pense, puis c'est une trilogie, il me semble. Donc, voilà. Alors, c'est ma lecture en cours. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire pour le restant de la semaine parce que dans le fond, je vous avais dit, j'avais la longue lecture. Finalement, j'ai terminé plus tôt que prévu. Mais je pense quand même que je vais lire le fameux The Barren Grounds, puis je vais essayer d'ici vendredi, je suis comme full occupée, je sais pas trop, de lire au moins peut-être un petit essai court que j'ai dans les livres justement que j'ai à lire pour le défi littéraire. Peut-être un de la collection Halte la Martinière ou quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de vous proposer au moins dans le fond, des recensions de 3 lectures. Mais comme je vous avais dit, il faut vous attendre à ça, c'est l'été. Puis ben, je me donne un peu aussi, même si je travaille, je me donne un peu la liberté de m'écouter puis d'y aller en fait au fil de mes envies. Donc voilà. Alors, c'était ça pour la petite intervention. Et puis ben nous, on se reprend dès que je peux. Bonjour, alors en direct de mon fameux vendredi matin avant le boulot. Alors voilà, me voici. Après finalement 3 lectures, je vous ai juste pas repris entre les deux, mais je vais commencer par ma lecture complétée hier en fait et qui m'a vraiment bouleversée comme finalement j'avais pressenti. Merci beaucoup à Sophie Lee qui me l'a conseillé par l'intermédiaire de son TikTok parce que vraiment c'est un auteur que ça faisait longtemps que je voulais lire puis je suis complètement embarquée en fait dans cette série-là. Donc, on parle ici de The Barren Grounds de David A. Robertson chez Puffin Canada. Ça fait partie de la saga, je vous avais dit Migawa, mais c'est Misewa. Misewa, c'est saga, donc la série Misewa. En français, ça vient de paraître, il me semble, en français, en traduction, et ça s'appelle Les Terres isolées. Je vais vous mettre la vignette parce que je me souviens plus c'est chez qui. Celle-là, chez Scholastic. Absolument, c'est Scholastic. Donc voilà, j'ai terminé ça. Et c'est tellement... C'est un bijou de roman fantastique qui met de l'avant quand même un peu un imaginaire issu des Premières Nations. Bon, juste pour rappel, ça se passe à Winnipeg, j'avais raison. L'auteur David A. Robertson habite à Winnipeg maintenant. Il fait partie de la communauté, je me souviens plus du nom de la communauté. C'est une communauté Cree. Je vais vous mettre le nom. Je l'ai lu sur Wikipédia. Mais c'est une communauté Cree, dans le fond, qui est pas loin, en fait, de Winnipeg. Et évidemment que là, je pense qu'il y a quand même un petit point commun parce que les personnages habitent à Winnipeg, sont des enfants issus des Premières Nations qui sont en famille d'accueil et la langue parlée par un des deux, donc Eli, c'est le Cree. Et c'est de la langue aussi qu'on va parler dans ce fameux monde dont je vous parlais, qui semble se trouver derrière la fameuse porte de la maison d'accueil. C'est une terre, bon, ben c'est une terre qui s'appelle Aski, qui est le mot pour la terre, en fait, en langue Cree, et qui
est peuplée, qui semble ressembler à la terre qu'on a, mais vraiment avec, quand ils arrivent là-bas, un air un peu plus aride. On est dans des terres... désolée pour le bruit, vous allez entendre les autos, mais c'est le mieux que je peux faire pour aujourd'hui. On est dans une terre qui est aride, qui est en ce moment la proie à un blizzard, donc un hiver éternel. Et les deux enfants vont se retrouver par l'intermédiaire de Ochek, c'est ça? Ochek, qui en langue cri veut dire pêcheur. En fait, c'est un... Donc, Ochek, c'est un ours. En fait, ça va vraiment être dans la... C'est métamorphe, je pense? Non, c'est pas ça. Je vais le dire. Ah, ça me revient pas le mot. Lorsque c'est des animaux qui se comportent comme des humains, donc qui fonctionnent sur deux pattes, mais qui sont vraiment quand même des animaux. Donc, bref, par le biais de Ochek, vont se ramasser dans le village de Misewa, qui est un village... qui comporte plusieurs, justement, animaux. C'est un rassemblement, donc une communauté, et qui sont en famine depuis des années, depuis qu'en fait, l'hiver perpétuel est arrivé sur les terres. Et ça, c'est en raison de l'arrivée d'un humain, il y a quelques années, qui est arrivé là, qui a voulu vivre avec eux et tout. Il est arrivé par la même porte que les deux enfants. Il a voulu vivre avec eux autres. Et après un certain temps, il a comme... Étant donné qu'il roulait dans une terre où il y avait 4 saisons et tout, il a voulu, en fait, tout garder pour lui. Puis il est parti avec ce qui génère sur cette terre-là le cycle des saisons, c'est-à-dire les oiseaux de l'été, je pense que ça s'appelle comme ça. Parce que je traduis littéralement, fait que je sais pas c'est quoi la traduction en français. Donc, il est parti avec ça. Et ça a condamné une partie de ce monde-là à un hiver éternel. Et donc, évidemment, à la famine, parce que, bon... Étant donné que les oiseaux étaient partis, c'était l'hiver, la faune se déplace en hiver, il y a moins de choses pour manger. Et bien évidemment, étant donné que c'est une communauté qui fonctionne comme les Premières Nations, ça veut dire que c'est leur relation à la nature, la terre, la faune, qui leur permet de manger, de fonctionner dans le respect mutuel. Et ben voilà, donc là, les deux enfants arrivent là, dans cette situation-là, et il a un lien fort avec cette communauté-là, parce que cette communauté-là parle le cri, et lui, ça fait pas longtemps qu'il a quitté cette communauté, donc on dirait qu'il se retrouve un peu justement dans cet univers-là, et il va être interpellé très rapidement par ce besoin-là d'aide, parce qu'en fait, il sent qu'il faut qu'il fasse sa part pour essayer d'aider cette communauté-là qui est en train de mourir de faim. Puis la seule personne qui leur offre de la nourriture, c'est le fameux Ochek, qui est le pêcheur, donc l'ours pêcheur. et c'est difficile pour lui, dans le fond, de continuer à subvenir aux besoins de la communauté, mais c'est son rôle dans la communauté. Donc ça, c'est un petit peu la prémisse. Et bien, évidemment que vous sentez que c'est à la fois une prémisse de quête de quête fantastique, de quête de fantasy, parce que éventuellement, on sent qu'ils vont repartir à la recherche, malgré tout, de ces fameux oiseaux d'été-là pour essayer de rétablir un peu l'équilibre dans ce monde-là, avant que les deux enfants doivent repartir vers la réalité, donc le monde actuel. Donc, il y a une quête, il y a une épopée, on en apprend de plus en plus sur à la fois Ochek, mais aussi les personnages principaux, donc Morgan et Eli. J'avais décidé de faire ça plus de bonne heure ce matin, mon enregistrement, parce que enfin il n'est pas 10 heures, donc mon voisin ne tombe pas encore son gazon. Puis j'étais comme yeah! Mais en fait, c'est l'heure où il y a vraiment beaucoup de circulation devant chez moi. Fait que je suis désolée à l'avance, ça va faire vraiment un bruit de fond, comme si j'habitais sur une autoroute, mais non, j'habite en campagne. Alors voilà, je reprends donc. Voici un peu les prémices. Donc oui, c'est une quête de fantasy, mais c'est surtout ce que j'ai trouvé. En fait, c'est à la fois une quête de fantasy, un roman initiatique, parce qu'en fait, il y en a vraiment un roman de passage, plutôt, je dirais, parce que ça va représenter aussi à la fois un passage vers la conscience adulte pour les deux adolescents. Donc, Eli est déjà en voie de ça, mais disons, Morgan est vraiment loin de ça, parce qu'elle a été aussi détachée de sa communauté très tôt, donc elle se sent déracinée, elle a l'impression qu'elle n'a pas de repère. Donc, ça va aussi être ça pour eux, parce qu'éventuellement, ils vont apprendre auprès de Ochek comment respecter l'environnement, puis pour pouvoir justement se nourrir de cet environnement-là, donc acquérir certaines habiletés, acquérir certaines valeurs et tout ça de soutien communautaire. Donc ça va être un petit peu la partie roman initiatique. Et bien entendu que ça met de l'avant à la fois
des éléments de la tradition, en fait des légendes ou mythes qui sont liés à, en tout cas, du moins peut-être cette communauté-là, peut-être, je ne sais pas, je ne la connais pas particulièrement, mais on sent qu'il y a des éléments qui sont liés à des mythes un peu qui sont issus des Premières Nations. Je ne sais pas si ça fait partie juste de la communauté dont l'auteur fait partie puis qui parle l'écrit, là, je ne sais pas du tout, mais on sent qu'il y a vraiment des éléments là, un peu comme le principe de respect envers la terre nourricière, le principe d'équilibre justement dans cette espèce de cycle-là, à la fois dans le cycle des saisons que dans la consommation qu'on fait et qu'est-ce qu'on donne en retour. L'idée de, pas du bien commun, mais qu'en fait, on peut juste survivre si on est en groupe. En fait, on n'est pas juste si on s'aide ensemble, puis que chaque pas qu'on fait pour rétablir l'équilibre va bénéficier à plus que juste nous autres. Donc, penser au-delà de juste notre nombril. Et bien entendu, l'espèce de menace de la vie de cette communauté-là, Misewa, qui évidemment est un peu une métaphore, en tout cas c'est ce que je comprends, de malheureusement ce qui s'est passé par rapport aux Premières Nations au Canada. Donc l'homme blanc qui arrive et qui veut apprendre de tout ça, mais qui finalement s'approprie les terres et tout déséquilibre tout, qu'est-ce qui était déjà en place et qui va faire en sorte que la culture, à la fois les communautés, la façon de vivre des communautés des Premières Nations et leur culture, avec les pensionnats autochtones malheureusement, vont faire en sorte que ça va les rendre complètement détachés de leurs racines et presque faire mourir en fait leur culture. On parle quand même ici de potentiellement un génocide culturel pour le Canada. Donc tout ça c'est en arrière-plan. Mais pour moi c'était un coup de cœur parce que même si j'arrive à vous donner les couches potentiellement de compréhension, puis il y en a d'autres que j'oublie, puis il y en a d'autres que vous pourriez peut-être trouver aussi dépendant de la lecture que vous en faites, ce qui est remarquable là-dedans, c'est que c'est tellement habilement fait que à aucun moment on a l'impression qu'on est en train de comme, bon, voici l'arrivée de l'analogie pour la personne blanche que je suis, qui lit le livre et qui doit apprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis l'impact que ça a eu, ou le roman qui permet à des personnes issues des Premières Nations d'avoir une espèce de prise de parole et enfin de reprendre justement, rétablir les faits historiques, de rétablir comment ça s'est passé. Tout ça c'est là, mais c'est tellement bien tissé que jamais on a l'impression que c'est souligné à grands traits, que c'est une leçon qu'il faut qu'il nous rentre dans la tête. C'est vraiment un roman d'ouverture sur ces mondes-là, par le biais du fantastique. Ça se mélange tellement bien en plus, c'est vraiment clairement, je sais pas, c'est plutôt l'imaginaire de la création selon en fait certaines Premières Nations au Canada, je vous dirais, qui est plus mis de l'avant, mais ça se mélange tellement bien, c'est tellement quelque chose qui est propice justement à un univers de fantasy, à l'idée de deux mondes parallèles qui sont en fait le même monde, que ça a fonctionné totalement pour moi. Puis je pense que, bon, techniquement, c'est quand même ce que je disais, c'est du middle grade qui disent, donc c'est du 9-12 ans. C'est du 9-12 ans, dans le sens où, comme je vous dis, évidemment que on apprend rapidement à connaître les personnages. Après ça, quand on va arriver dans l'autre monde, on va connaître les personnages aussi quand même relativement rapidement, mais plutôt à travers d'épreuves ou de quêtes qui vont passer. Mais c'est le principe d'un roman de fantasy. On va apprendre à bien connaître cet univers-là, tout en gardant en tête l'univers qui est en parallèle. Donc, vraiment, ça, c'est un peu la structure roman fantasy, mais façon 9-12 ans. Donc, ça prend pas non plus 800 pages, on comprend bien. Les péripéties sont quand même nombreuses. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions parce que c'est pas des péripéties qui sont anodines. On parle de gens qui sont dans un mode de survie. Donc, on n'a pas de magie en tant que telle. C'est juste la survie de l'espèce en tant que telle. Donc, la survie de cette communauté-là, de la survie des Premières Nations, des premiers peuples qui sont arrivés sur cet espace-là. Et donc, il n'y a pas juste du joyeux. Donc, la menace, c'est la mort. C'est pas, admettons, je sais, dans le fantastique, c'est souvent la mort, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui peut se régler grâce à la magie, dans le fond, dans ce cas-là. C'est quelque chose qui peut se régler grâce à la mobilisation de différentes personnes avec différents bagages et différentes richesses vers un objectif commun. Donc, je sais pas comment vous en parler, mais je suis complètement sur le chat. Il faut vraiment que vous lisiez ça. Je pense que ça devrait être quelque chose qui, en fait, devrait être une lecture obligatoire, à mon avis, dans toutes les écoles primaires au Canada, à travers le monde peut-être, parce que même si là, ça fait référence à une communauté qui est proche de Winnipeg, au Canada, ça doit être quand même une histoire qui est relativement transposable pour d'autres premiers peuples qui ont vécu la colonisation sauvage, entre guillemets, de la part de peuples blancs qui sont arrivés puis qui ont juste comme se sont appropriés les choses sans demander la permission puis sans respecter en fait l'équilibre déjà présent.
mais vraiment, ça vaut le coup. Moi, j'ai lu en langue originale. J'imagine que la traduction devrait être quand même pas mal, parce qu'on est quand même plus dans des terminologies qui sont plus liés à des mythes. Fait que peut-être que, comme moi, de toute façon, je connaissais pas nécessairement des terminologies qui sont liées à ça. Ça me dérangerait pas de lire en français. Et en plus, c'est un livre qui met de l'avant la langue cri. Et comme c'est fait pour que, de toute façon, les moments où c'est en langue cri, ce soit traduit pour la fameuse Morgane qui ne parle pas le cri, mais nous autres non plus, lecteurs, on ne parle pas le cri, ben ça fait en sorte que justement, c'est un bon mélange. Puis de toute façon, en fait, c'est que dans le fond, on se rend compte que la langue qu'on ne connaît pas, qui est liée aussi à la culture qu'on ne connaît pas, c'est le cri. Donc finalement, vous lisiez la narration en français ou en anglais, ça ne changera pas grand-chose. Donc, boudez pas votre plaisir pour ça. Ça a été vraiment pour moi une lecture parfaite. Je pense que c'est un coup de cœur, mais c'est juste atypique pour moi parce que c'est pas habituellement ce genre de roman-là, j'ai un peu peur parce que même si j'ai une soif de lire ces plumes-là, d'entendre ces paroles-là, d'avoir des visions comme ça qui sont enfin des visions qui prennent la place qui leur sont, qu'elles méritent en fait, puis qui leur sont dues dans le microcosme du Canada, le microcosme littéraire du Canada, ça reste que des fois j'ai peur parce que c'est pas toujours, ça dépend vraiment des auteurs comme dans n'importe quelle plume. Il y en a qui ont plus d'agilité pour faire ça de façon fluide et d'autres où on voit un peu plus les ficelles. Dans celui-là, on en est conscient parce que je suis une adulte puis que je comprends ça, mais je pense que si j'avais 9-12 ans, je le percevrais vraiment juste comme un roman de fantasy dont les jeunes héros sont des jeunes issus des Premières Nations, dont un qui fait partie d'une communauté qui parle le cri, mais sinon, c'est pas, tu sais, je sais pas, je trouve ça super intéressant. Puis en plus, le rôle des personnes blanches dans le livre sont à la fois des personnes qui souhaitent être de plus en plus ouvertes puis aider, donc la famille d'accueil, et à la fois représentent tout le mal qui a été fait, en fait, au premier peuple, donc par le fameux homme qui a volé les ressources, en fait, du monde où est-ce que Misewa est par dans le fond, son égoïsme, puis son égocentrisme, puis son inconscience, puis tout ça. Donc, voilà. Alors, c'est ma lecture que j'ai vraiment adorée. Je pense que j'arrive à bien vous en parler parce que je pense que j'essaie de rien oublier, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous plonger là-dedans sans attendre. Laissez-vous porter, même si c'est pas votre genre entièrement le fantasy. Dites-vous que pour ceux pour qui ça peut être problématique, on est vraiment... Ça répond à des codes du fantasy, mais en fait, on est vraiment dans un univers ou un imaginaire et des légendes, en fait, qui sont plus liées aux Premières Nations. Donc, c'est juste que la structure, elle répond au code du fantasy. Fait qu'il n'y a absolument aucune raison pour que vous essayiez pas de le lire. Et en plus, c'est une série et je pense qu'il est rendu à 4 tomes. Donc, super intéressant. Puis moi, c'est sûr que je vais lire les autres. Vraiment. Puis celui-là, il reste dans ma bibliothèque. C'est sûr et certain. Alors voilà! J'en ai parlé vraiment longtemps, mais ça me tentait de vous en parler parce que je voulais pas vous passer à côté de ça. Sinon, comme promis, j'ai finalement décidé de lire des fameux petits essais dont je vous parlais et dont celui-ci qui est très marquant, qui s'appelle Avorter, un droit en danger. C'est de Ghada Hatem et c'est chez La Martinière dans la collection Alt, donc c'est ça que je vous avais parlé. Et je me souviens pas si j'avais relu la quatrième de couverture, mais je vais vous la lire rapidement pour vous donner un petit contexte. Ben en fait, non, dans le fond, j'ai pas besoin de vous la lire. Ça va parler, c'est une prise de position sur un questionnement sur justement l'avortement, avec un contexte européen, mais quand même une visée plus grande mondiale. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'intérêt est quand même là pour aussi des gens qui n'habitent pas en France. Donc, c'est une personne une femme qui dirige en ce moment la Maison des femmes à Saint-Denis. Elle a fondé cette maison-là ça dit, accueille et soigne les victimes de violences de toutes sortes et elle va aussi, entre autres, accompagner chaque jour des femmes confrontées entre autres à une grossesse non désirée. Donc, ça part de cette réflexion-là. Puis, je trouve que c'est un des actes de la Martinière qui est vraiment bien structuré, super bien fait. Un tour d'horizon assez bien fait, évidemment, comme je vous dis, avec un accent sur le contexte français, là, mais un tour d'horizon bien fait sur l'avortement, les raisons pourquoi l'avortement a toujours été, souvent interdit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps en France et en Amérique, et malheureusement que ça a basculé depuis l'arrêt qui a été fait aux États-Unis, le renversement de l'arrêt Roe versus Wade. Et elle met de l'avant, dans le fond, tous les concepts qui sont liés justement au fait de pourquoi on diabolise tant que ça l'avortement, le fait que, dans le fond, c'est une façon de faire en sorte de neutraliser en fait la femme comme personne au sein de la société parce que on l'oblige à pas avoir le contrôle sur son corps, on l'oblige à s'occuper des enfants si on lui permet pas d'avoir le choix
que ce soit d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, d'avoir le contrôle sur son corps. Puis ça fait quand même un tour d'horizon quand même important aussi de ce qui s'est passé en France comme droit à l'avortement, mais aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait, oui, à la fois le contexte légal qui a été mis en place en France, mais aussi ce qui a mené à ça en France, c'est le mai 68, bien entendu, mais il y a eu beaucoup de prises de position et, entre autres, un médecin qui était un chrétien pratiquant, qui n'était pas quelqu'un nécessairement qui, par défaut, comme on sait que l'opinion de la chrétienté sur pas l'opinion, mais le dogme de la chrétienté sur l'avortement considère ça comme un meurtre, mais que lui, dans sa pratique, il a finalement dit, ben moi, c'est sûr que même si, selon mes convictions, ça ne serait pas quelque chose que j'envisagerais, mais je vais toujours aider quelqu'un qui veut avorter parce qu'il a trop vu, justement, les conséquences de quand l'avortement est interdit. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des avortements qui sont illicites, qui sont non sécurisés, qui vont faire en sorte que beaucoup de femmes vont perdre leur vie ou qui vont avoir des conséquences qui vont durer toute leur vie, surtout par rapport à leur appareil génital ou reproductif, mais aussi le traumatisme, évidemment, parce que ça ne se passe pas dans un endroit sécurisé. Donc, il va y avoir tout ça qu'elle va mettre de l'avant. Puis j'ai bien aimé parce qu'il y a même une section qui est sur la perception de chacune des religions de l'avortement. Puis c'est intéressant de voir que dans certaines religions, c'est clairement interdit complètement et tout ça, c'est banni. Comme en la chrétienté, ça peut générer une excommunication et tout ça. Mais il y a aussi des religions, comme dans la religion juive, que, en fait, c'est pas permis, mais c'est pas considéré comme un meurtre. Donc, c'est comme pas, tu sais, c'est différent, disons, tandis que la religion catholique, en fait, eux autres, c'est que, genre, c'est non seulement pas permis, mais en plus, c'est considéré comme un meurtre. Donc, c'est un péché capital, donc, blablabla. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on va souvent voir l'aspect social, l'aspect légal du droit ou du non-droit à l'avortement. Mais c'est intéressant de voir les religions. On pense qu'on sait, mais finalement, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est relié à quoi dans chaque religion. Puis il y a aussi des pays qui sont dominés par certaines religions, mais qui ne vont pas nécessairement se laisser influencer par ça. Donc, super intéressant. J'ai trouvé que puis ça amène aussi la dimension de la place de l'homme dans tout ça, parce que ces lois-là, évidemment, avaient été mises en place par une société patriarcale, donc par des hommes, parce que c'est les seuls qui avaient accès à créer des lois et tout ça. Mais ils ont aussi changé grâce aux femmes, mais aussi grâce à des hommes qui étaient en position de pouvoir, puis de faciliter cette chose-là, puis qui ont pris conscience qu'en fin de compte, tout le monde a en fait son mot à dire là-dedans. Puis il termine en disant que, en fait, c'est la responsabilité de tout le monde, c'est aussi la responsabilité aussi des femmes, mais pas comme on pense, dans le sens que des femmes et des hommes, mais c'est la responsabilité aussi des parents de faire en sorte que, en fait, l'homme ne soit pas considéré comme un intouchable, ni qu'ils doivent absolument avoir une super grosse masculinité macho et tout, ce qui va entraîner souvent les positions radicales par rapport à, justement, aux droits des femmes, par rapport à leur propre corps, le droit de choisir et tout ça. J'ai trouvé ça super habile, vraiment. Si vous avez envie, c'est sûr que c'est un début de réflexion, là, on peut en dire beaucoup plus là-dessus, mais celui-là, je trouvais qu'il était vraiment bien fait. C'est vraiment un super bon point de départ pour la réflexion. Puis, c'est toujours le même format là, pour Alt, je pense que c'est 32 pages au total ou 30 pages de texte au total. Puis celui-là, vraiment, ça vaut la peine de le mettre dans votre collection, clairement. Puis je pense que, oui, c'est sûr que c'est un contexte français, mais je dirais que même pour, par exemple, les enseignants ici au Québec, c'est un contexte français, mais ça pourrait donner quand même, comme il y a quand même des pistes de réflexion qui sont générales, ça pourrait ouvrir la discussion sur qu'est-ce qu'on connaît, nous autres, ici au Québec, au Canada. Est-ce qu'on pense que c'est si accessible que ça? Par exemple, si je me souviens bien, à l'île du Prince-Édouard, en ce moment, il y a quand même pas beaucoup d'accès pour l'avortement. Évidemment, à l'autre côté de la frontière, on le sait, parce qu'avec le renversement de l'arrêt Roe versus Wade, on en était plus conscient, mais même aussi proche qu'au Canada, c'est peut-être pas aussi beau qu'on pense. Donc, celui-là, vraiment, petit opuscule, super intéressant. Et on termine par un opus saugrenu qui avait l'air d'être un peu juste de l'humour, puis ben, c'est correct aussi l'humour dans la vie, mais dans le fond, c'était dans ma catégorie qui était, je pense, j'avais mis pour un anti-héros, et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous allez être surpris parce que je le lis déjà, mais c'est Biographie d'une mouche, donc on change complètement de sujet, donc Biographie d'une mouche, et c'est par Jaap Robben et Paul Fassin, c'est en édition chez J'ai lu, c'est de la fiction illustrée. Puis, en fait, ce qu'on va y voir, c'est tout simplement l'existence d'une mouche pendant ses 23 jours de vie. Donc, de la fécondation d'un œuf à la naissance, à la formation de la larve, de la chrysalide, de la mouche et jusqu'à sa mort. Et avec tout ce qui est... c'est un peu un petit roman humoristico-philosophique, mais finalement, c'est beaucoup plus philosophique qu'on pense. Puis ça aborde également
par la bande, par l'humour, le côté éphémère, parce que la mouche est éphémère, mais le côté aussi éphémère des relations entre les gens, les animaux et tout ça, parce qu'on va aussi voir là-dedans à la fois une mouche qui découvre un peu sa vie, qui ne connaît pas nécessairement les choses, c'est super drôle, on va voir au départ comment elle va se trouver, qu'elle va se nourrir, puis elle naît dans une crotte, donc déjà en partant, ça part bien la vie. Mais aussi une amitié improbable entre la mouche et une buse qui va devenir son interlocuteur. Puis un petit peu son accoucheur philosophique sur ses grands questionnements de mouche, même si elle n'a pas un grand temps pour se poser des questions, et qui, à la fin, va s'avérer finalement pour la buse être une relation importante et qu'il va y avoir aussi une chute particulière par rapport au deuil de la buse, qui va quand même être en phase avec qu'est-ce qu'une buse est. Donc, c'est juste vous dire, là, c'est qu'elle va pas changer de ce qu'un oiseau, ça mange, tu sais, bon. Mais c'est bon d'aller jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que ça signifie pour la buse. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est rare que c'est réussi comme ça. On surfe vraiment sur l'humour, on rit, puis après on fait comme ha ha ha, parce que le genre, on prend conscience de choses. C'est parfait, puis les dessins sont minimalistes et un peu saugrenus. Comme je vais pas vous montrer. Le seul qui me vient toujours, c'est celui où il y a comme la reproduction, mais tu sais, disons que. Mais voyez-vous, ça c'est un exemple, là, dans le fond, une illustration double page, on voit la buse ici, puis la mouche. Puis en fait, c'est que la mouche vient de réaliser qu'à chaque fois qu'elle pense, la buse entend. Puis la buse, elle dit, mais c'est parce que t'as tellement un trop petit cerveau qu'il y a juste une partie de ta pensée qui peut rester dans ta tête. Le restant, c'est sûr que tu le dis tout haut. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est frais, c'est quand même fin malgré le fait qu'on est dans l'humour un peu de, tu sais, mouche, née dans une crotte, on pourrait s'apprendre à ce que ce soit un petit peu pipi caca et tout ça. Mais non, en fait, c'est vraiment une réflexion sur le cycle de la vie, le côté éphémère de la vie, le fait qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent, puis surtout les relations précieuses qu'on peut avoir. Puis à l'arrière, je me rends compte que c'est quand même écrit. Fait que je suis pas trop dans le champ, ça veut dire, dans la 4e de couverture, il y a une espèce de petit blurb ici en bleu qui dit « C'est une histoire absurde et émouvante comme la vie, où l'on est peut-être moins seul que l'on ne croit. » Donc, c'est ça. Mais ça, pour vrai, ça m'a fait du bien, parce qu'évidemment, j'ai été complètement remuée et en même temps emportée par The Barren Ground, où on avait vraiment des questionnements qui étaient vraiment profonds et qui sont super nécessaires. Après ça, j'enchaînais avec mon essai sur l'avortement, qui, encore plus, est comme ça. Puis après ça, je passais à ça en me disant « Ah, ça va être léger. » Mais c'est léger, mais en même temps, ça continue à faire réfléchir. Alors voilà pour ma dernière lecture de la semaine. Alors, je vais clore le fameux vlog ici. Vous êtes habitués en ce vendredi. J'espère que ça vous a plu. Ça a été une semaine avec des lectures au long cours. Mon fameux Polixi qui m'a mis dans tous mes états. Puis après ça, j'ai enchaîné avec The Barren Grounds qui m'a aussi mis dans tous mes états. Puis j'avais pas le goût d'aller nécessairement trop vite pour pouvoir en profiter et tout ça. Puis finalement, ça m'a permis quand même de faire un beau tour d'horizon. Donc, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me manifester en commentaire. Dites-moi s'il y a un des livres là-dedans qui vous tente particulièrement. N'hésitez pas à me le mentionner. Si vous avez des suggestions complémentaires aussi à ce livre-là, pourquoi pas. Si jamais ça vous dit, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le TikTok de ma collègue chroniqueuse Sophie, parce que ça vaut la peine, vous allez voir, elle est beaucoup, c'est de l'ado puis du young adult, mais voyez-vous, The Barren Ground, c'est considéré comme de l'ado. Mais tu sais, c'est pas parce que c'est de l'ado que c'est pas que c'est juste pour les ados. Donc, tu sais, allez-y, ça donne vraiment des superbes idées. C'est le goût de sortir de votre zone de confort, puis de dépasser peut-être des préjugés que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous considérez comme une sorte de littérature en tant que telle. Allez-y, elle est super dynamique, puis ça vaut vraiment le coup. Donc, sur ce petit coup de pouce, c'est fini. Je vous souhaite une belle suite de semaine, des lectures toutes douces en cette période d'été un peu chaude, faut pas trop s'en demander. Puis nous, on se dit tout simplement à la prochaine!